Les amis, vous savez que tout le monde dans ce milieu finit par venir s'asseoir à côté de moi pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et on va parler aujourd'hui de l'affaire qui a défrayé la chronique de notre milieu. C'était en 2019 le plus gros événement de musculation et de fitness en France devait avoir lieu à Nice. C'était en fait, pour faire simple, l'Arnold Classic à la française. Et 72 heures avant, l'organisateur, le mécène, celui qui a mis les pépettes, qui allait y aller, il s'est fait péter pour trafic international de stéroïdes. Eh oui, le mot est lâché. Je sais, ça fout la demi-molle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. La première, c'est important, vous abonner à la chaîne. Et la seconde, qui est tout aussi importante, mettre les notifications. Bon allez, ceci étant dit, trêve de plaisanterie, et fouille mon intro légendaire, on est dans le vif du sujet direct. Les amis, si comme moi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance, Dieu préserve, d'avoir le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, tu as fait ta 3e dose, on peut dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, c'est un jour hyper important pour moi parce qu'il y a 2 ans, la vidéo qui m'a permis d'exposer sur ma chaîne, c'est la vidéo sur l'affaire Eric Favre, où je donnais mon sentiment de passionné, d'homme, de père de famille et surtout d'entrepreneur, car je suis un entrepreneur, même si je ne suis pas au même niveau que mon interlocuteur, mais je suis quand même quelqu'un qui entreprend des choses pour essayer de me donner une vie meilleure et vous offrir également un contenu de qualité et que vous puissiez également avoir des prix sur des produits et des vêtements que je consomme et qui sont qualitatifs pour moi. Ceci étant dit, Eric, tout le monde te connaît. Donc, quand j'ai fait cette première vidéo, il y a une putain de phrase que je me suis dit. Comment ça se fait qu'un mec qui est leader dans les pharmacies pour les produits qui colorent les cheveux, ça personne n'est au courant, et quelqu'un qui est leader sur les produits minceurs, donc on peut dire, tu as un grand patron, tu es quelqu'un qui a réussi, on peut mettre un mot sur les choses, qui est certainement multimillionnaire, qui a tout ce qu'un homme désire fois 1000, comment tu as pu te retrouver dans un trafic international de stéro et comment tu as pu te retrouver dans le milieu qui rapporte le moins d'argent et avec le plus de connards et de gens pas fiables, Eric? Bonjour Rob, merci de m'écouter, je vais répondre à toutes tes questions. La première question qu'on pourrait se poser déjà et que beaucoup se posent, c'est comment toi, un petit mec, fils de paysan qui a arrêté l'école en 4e, te retrouves comme un patron d'entreprise qui exporte dans 72 pays. Ta question, c'est un peu la même. Comment je me suis retrouvé dans cette affaire-là? Dans ce milieu-là, il faut savoir que je viens du milieu paysan. Le milieu paysan, c'est un milieu qui est rude, qui fait appel à la force. J'ai toujours été, depuis que je suis gamin, très admiratif de mon père, de mon grand-père, qui étaient des hommes forts et des hommes dignes, pleins de valeurs. Et quand j'ai changé de direction, je suis parti sur la route comme commercial. J'avais besoin, comme j'étais un hyperactif, de me dépenser, de me développer. C'est là que je suis rentré dans une salle de fitness, que j'ai découvert Arnold Schwarzenegger, Stallone, et puis Sohail Nouri et autres. Et comme je suis un entrepreneur, j'ai fait pas mal de choses avec les uns et les autres dans le développement déjà de produits de nutrition. J'avais fait des formations de naturopathie, d'iridologie, etc. Et je suis un fervent avant tout de Marcel Rouet, de Marchesso, c'est-à-dire des hygiénistes. Et petit à petit, j'ai glissé vers la démesure avec le bodybuilding, puisque Arnold Schwarzenegger, dans les années 83, puisque j'ai 58 ans, donc en 83 j'avais 20 ans, Arnold Schwarzenegger était l'emblème du bodybuilding. Et c'est là où j'ai découvert le monde des frères Vedder, j'ai appris complètement leur histoire. Dès le départ, dans les années 40, quand ils étaient venus en France pour voir Edmond Desbonnets, pour voir la méthode d'entraînement et autres, ils se sont beaucoup inspirés de Français au départ et ils ont monté l'empire que l'on connaît aujourd'hui à travers un sport qui est un micro-marché, qui est un tout petit sport, qui est un sport mal compris, qui est un sport qui est assez complexe, parce que c'est vrai que quand on va dans le sport de bodybuilding à haut niveau, on sait très bien qu'on tombe foncièrement dans la chimie, que c'est plus un sport de santé, on a dépassé toutes les limites et tous les plafonds, et que quand ça part d'un bon sentiment, c'est de s'entraîner pour avoir un bon équilibre et une bonne hygiène, quand on va dans le bodybuilding, forcément on sombre après dans le côté obscur, et on n'est plus dans le domaine de la santé, mais dans un autre domaine qui dépasse tout entendement. Mais
quand on entend tout ce que tu nous dis, ça veut dire qu'en connaissance de cause, tu savais que le chemin que tu allais prendre si tu t'investissais dans ce sport, le dopage était une pierre angulaire de ce milieu. Oui, mais Rob, quand tu rentres dans une entreprise, tu prends aussi des risques. Quand tu rentres dans le sport comme le body, moi je ne pensais pas stéroïdes, anabolisants et tout ça. C'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé en tant que tel. Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir vivre de ma passion et puis surtout de permettre et sortir du ghetto des gars qui avaient envie de se mesurer aux Américains, qui avaient envie de se mesurer à l'époque des athlètes de Wader, qui à l'époque dominaient le monde en fait dans ce domaine-là. C'était les Wader, c'était les États-Unis. Et moi, je suis un petit Français, je me dis pourquoi on parle toujours du rêve américain, le rêve américain, le rêve américain, et pourquoi pas finalement dans ce micro-marché. Tu sais, moi, j'ai construit toute ma carrière sur des micro-marchés. Tu parles de la coloration des cheveux naturels, effectivement, nous sommes numéro 1 encore aujourd'hui en pharmacie, mais sur un petit marché, c'est-à-dire qu'on est numéro 1 avec 6 ou 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en pharmacie, c'est des micro-marchés. Et moi, je me suis toujours spécialisé sur des micro-marchés parce que tu t'affrontes pas au gros tout de suite, tu ne récupères que les miettes d'un marché, et quelque part cette singularité, cette dextérité, cette souplesse qu'on a pour pouvoir aller sur le marché et répondre, permet d'avoir des parts de marché qui permettent de créer un groupe comme celui d'aujourd'hui, qui fait 60 millions d'euros, qui exporte dans 72 pays. Donc c'est un travail complètement différent. Donc pour moi le body, tu sais, dans la nutrition sportive, aujourd'hui, quel est le sport qui permet de vendre des protéines, des acides aminés et autres, qui véhicule tout ça? Quand on enlève le fitness, il ne reste plus grand-chose. Ouais, donc c'est vraiment le sport. Moi, tu sais, à un moment donné, j'ai sponsorisé l'OL, l'équipe de l'OL, Saint-Étienne, des équipes de vélo, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas un sport qui véhicule l'envie à un moment donné de consommer ces produits. Donc moi, en tant que businessman et en tant que passionné de body, je me suis dit, effectivement, c'est le body, le fitness, qui consomment ces genres de produits. C'est ceux qui connaissent un petit peu mieux ces genres de produits. Et donc c'est un bon véhicule pour faire la promotion de mes produits et de ma marque. Mais j'étais loin et à des années-lumière de penser anabolisants, stéroïdes, etc. à ce moment-là, c'est clair. Donc il y a 10 ans, tu crées la marque Erifab, la marque de nutrition, en sachant que tes 2 business précédents cartonnaient du feu de Dieu. Même à l'époque, moi je t'avais découvert dans l'émission de Myriel Dumas, où tu parlais de ton parcours typique. En fait, moi quand je t'ai vu, c'était Johnny Hallyday musclé, quoi. Voilà. C'est vraiment, moi c'est l'image que j'avais. Donc, quand tu lances ta marque, moi, je bossais à toutelanutrition.com à l'époque, et je me souviens que mon patron de l'époque, personne voulait distribuer ta marque dans les boutiques de nutrition par rapport à l'image que tu véhiculais, même pas par rapport à la qualité des produits, par rapport à l'image que tu véhiculais. Ça veut dire que d'emblée, quand tu as commencé, on t'a catalogué par rapport à ce que tu représentais. Et ce que tu m'as expliqué, ce que tu vas expliquer aux gens, ce qui t'a conduit en prison également, c'est l'image que tu as aussi. Oui. Mais tu sais, Rob, c'est l'histoire de ma vie. Quand j'ai démarré à 20 et quelques années mon laboratoire Les Trois Chênes, autodidacte, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas fils de. Je suis venu de part, je suis arrivé avec ma petite sacoche, j'ai commencé à créer des produits, à développer. J'étais un petit bâtard en pharmacie qui venait proposer des produits qui n'avaient aucune légitimité. Combien de fois j'ai entendu, tiens, voilà le gland des Trois Chênes, combien de fois on s'est foutu de ma gueule. Ouais, mais on s'est foutu de ma gueule toute ma vie à un moment donné. Mais tu sais, à un moment donné, moi je fais les choses avec conviction, avec foi, avec passion, avec une capacité et une charge de travail qui est hors norme, parce que j'ai la chance d'avoir cette énergie. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin dans les pharmacies. Aujourd'hui, on travaille dans 12 000 pharmacies en France, sur 23 000. C'est énorme. Le labo, aujourd'hui, est là depuis 26 ans. Et à un moment donné, donc, j'ai gardé cette persévérance. Je ne me suis pas soucié de ce que pensaient les autres de moi. Ce qui m'importait, c'est me soucier des actes que je mettais en place pour servir mes clients et les consommateurs avec des produits de qualité, où je pouvais toujours leur montrer la traçabilité. Donc j'ai eu toujours eu le respect de ça et l'envie de contrôler mes matières premières, de contrôler la fabrication, de contrôler ma distribution, de contrôler tout ce qui est au sein de l'entreprise. Et mon image, bien sûr, quand tu fais un produit en 95 avec Johnny Hallyday, je fais Biker Tonic, mon rêve de gamin, j'avais dit à ma... Biker Tonic ? Ouais, Biker Tonic, 95. T'avais forcé un peu, Biker Tonic. Oui, parce que Biker Tonic, si tu veux, c'était l'époque de Johnny Hallyday quand il avait fait la route 66 en moto avec Adeline, etc. C'était l'accroche que j'avais eue avec Johnny pour le convaincre de faire un produit naturel. Je sais pas si tu imagines, j'ai mis Johnny Hallyday dans la revue La Vie Naturelle, qui était la revue pour les végétariens, écolos, etc.,
où le patron, quand je lui ai dit, tiens, on va faire la couverture, il m'a dit, mais t'es un malade mental, etc. Et puis, je l'ai convaincu. Donc, il y a eu des trucs de fou. Donc, forcément, ça a fait de moi un mec complètement singulier et complètement hors norme par rapport à la pharma. J'ai mis Johnny Hallyday dans les magasins bio et dans la pharmacie. Quand j'ai sorti le produit, Johnny est sorti raide mort du papagayo qui était complètement cuit. Et on m'a renvoyé des produits. J'ai vendu plus de panneaux et de présentoirs que de produits. D'accord. Mais voilà, le truc était fait. J'ai fait mon rêve de gamin. J'ai fait un truc avec Johnny. Ça m'a ouvert des portes énormes derrière à l'international. Et la vie continue, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc, dans le sport, bah, pareil, dans le body, moi, mon truc, c'est de dire pourquoi les frères Véder et pas, à un moment donné, nous. Pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Et pourquoi, moi, je ne pourrais pas amener des athlètes à Olympia ? Donc, j'ai regardé, j'ai observé ce qui se passait. Personne ne fait un travail sérieux, personne n'est encadré, c'est tout et n'importe quoi. Donc, je me suis dit, je suis quelqu'un, je suis pour l'autonomie. Moi, je ne vais pas demander aux autres. Je n'ai pas d'agence de com, je n'ai pas de machin. Donc, je suis imparfait dans ce que je fais. Mais j'essaye d'être le plus parfait avec mon amour dans ce que je fais, dans ma passion et dans la qualité de mon travail. Donc, je me suis donné corps et âme pour cette discipline. Parce que je pensais que je pouvais lui apporter quelque chose, et je pense lui avoir apporté quelque chose, et c'est pas fini. Donc j'ai détecté ces athlètes, et puis je les ai tous emmenés pro, et après, pour la plupart, on fait Olympia. C'est du jamais vu, je veux dire, ça c'est clair. J'ai des tas d'athlètes qui ont fait Olympia. J'ai Nathalie Mur qui était la première bikini française, et qui est restée pendant très longtemps la seule pro jusqu'à l'année dernière. Donc voilà, et puis j'ai fait ma vie comme je vis, je vis comme je respire, et j'ai cette capacité de boulot qui font que petit à petit ma marque s'est implantée. On a investi énormément, j'ai investi énormément dans le body, beaucoup plus que ce que ça me rapportait sur du court terme, mais je misais sur du long terme, du très long terme. Et j'ai très bien compris comment ça fonctionnait, tu sais, au niveau de la fédération, l'IFBB, des compétitions. C'est des réseaux, des fois même mafieux, c'est des intérêts. C'est que le pognon, tu vois, c'est les Américains qui dirigeaient tout. Maintenant, il y a le Moyen-Orient qui arrive, il y a la Chine, les cartes sont en train de se redistribuer. Les frères Véder ne sont plus là, il y a des scissions, il y a des trucs comme ça. Mais j'ai su tisser des liens un petit peu dans ce milieu pour le comprendre, pour pouvoir m'imposer, pour pouvoir être un acteur aussi, pas en France, mais international. Et j'avais décidé donc à ce moment-là, effectivement, de faire une compétition, d'offrir cette compétition aux athlètes français, d'offrir cette compétition à la France. À Nice, parce que la French Riviera, c'est beaucoup plus vendeur que Lyon, que Orléans, ou que moi, avec tout le respect que je dois à tous ces pays. Mais la French Riviera, tu parles de la French Riviera, ça donne envie à plein. 42 nations ont répondu présent. Jim Magnon, Sean Roden, Sean Ray, Georges Farah, la Miss Olympia de l'époque, des catcheurs professionnels qui arrivaient de partout. On avait la boxe, Jérôme Le Banner, j'avais un plateau monstrueux, l'école du cirque, les associations, etc. Un vrai Arnold classique. Ça a été quoi le coût de tout ça? Combien t'as investi? Plus de 700 000 euros. Et les concours habituellement, par exemple, le plus gros concours qui existe en Europe, c'est quoi? Arnold classique. Et c'est combien le budget à peu près? J'ai aucune idée. Mais ça doit être dans un peu moins que ça, mais sauf que c'est des trucs très rodés, et que les athlètes rapportent de l'argent, il y a les sponsors, il y a les salons. Moi, c'était le premier, tu sais, quand tu commences quelque chose en premier, tu perds de l'argent au départ. C'est obligé. Le deuxième, t'en perds un peu moins. Le troisième, si tu fais du bon boulot, tu commences à équilibrer. Et la quatrième année, tu commences à gagner un petit peu d'argent. Donc c'est un investissement sur du long terme. Mais ici, à Nice, j'avais tout. Les gros distributeurs, les têtes de pont de Chine, de Corée, de Moyen-Orient, des États-Unis, etc. Donc ma marque, elle allait prendre une dimension qui est énorme. Et au lieu d'expédier en une palette, j'allais expédier en container, tu vois. Personne n'a vu ça, en fait. Et donc c'était un investissement qui était colossal. Mais à un moment donné, le résultat que j'allais essaimer derrière, il était monstrueux. Et tout ça a été cassé au dernier moment. Donc ça, c'est important. C'est le sujet de cette vidéo. Donc, tu nous expliques qu'en gros, tu as investi d'un business lucratif pour investir dans un business qui allait le devenir au fur et à mesure du temps, donc ça allait moins être évident de ce que tu avais fait auparavant. Tu as investi également sur des personnes qui, elles, n'étaient, je ne vais pas dire rien sans toi, mais tu as permis d'américaniser le bodybuilding en France, comme le faisait Musclotech à l'époque, qui avait tous les plus gros athlètes d'Olympia, Rich Gaspari également, donc et comme l'a fait Arnold Schwarzenegger, qui est un classique. Donc tu as vraiment, tu as fait quelque chose qui était sans précédent en France. Oui. Et donc, 72 heures avant le show, donc ça veut dire que tous les athlètes étaient là, tout le monde était prêt,
Tout le monde attendait, et là, tu te fais arrêter. Voilà, c'est ça. Alors, juste un petit bémol, je ne l'ai pas américanisé, je l'ai professionnalisé, D'accord. donc et structuré, pour que effectivement on puisse faire face à cette lobotomie américaine. J'adore les États-Unis, mais je suis français, et moi je voulais que la France brille et montre que les athlètes français, à un moment donné, quand ils savent se professionnaliser, ont leur place et leur carte à jouer également en France. Alors, la question que je me pose, c'est quand tu es rentré dans le milieu de la pharma, donc qui a fait ce que tu es aujourd'hui, tu as été décrié, tu n'as pas été adoubé par tes pairs. Quand tu es rentré dans le monde du bodybuilding de manière fracassante, tu as ramené Johnny, tu as investi beaucoup d'argent et que tu allais faire la plus grosse compétition jamais vue en Europe même, comment les gens de ce milieu qui faisaient des événements, des compétitions, comment ils t'ont reçu? Ils m'ont rejeté. Aussi? Voilà, Putain, mais toute personne ne t'aime au départ, c'est chaud non, quand non, même. non, mais c'est normal. Tout le monde te rejette. Rob, c'est tout à fait normal. Absolument. En plus, soit on est dans un milieu qui est hyper structuré comme la pharmacie, Ouais. où tu n'es pas dans le profil, donc forcément on te rejette. Et ce qui fait, c'est ton travail, ton opiniarité, le temps, de tenir tes engagements, d'avoir des produits de qualité, de montrer que tu es un vrai pro. Et au fil du temps, tu acquiers tes lettres de noblesse, le respect. Et aujourd'hui, regarde la marque Les Trois Chaînes. Aujourd'hui, en pharmacie, 3C Pharma est une des marques les plus qualitatives, les plus appréciées et qui est restée quand même familiale. On n'a pas été racheté par Sanofi, par machin, etc., par des gros groupes pharmaceutiques de Big Pharma. Quand tu rentres après dans un milieu comme le bodybuilding, tu es dans un milieu d'amateurs, beaucoup de charlots, qui se contentent de peu, et tu arrives avec des moyens importants où les gens, tu es là pour aider le système, et les gens voient un mec qui vient les écraser, et qui vient leur prendre leur ticket de restaurant, ou leur petit billet de train qu'ils vont gagner pour aller juger un truc, et tu amènes dans une dimension qui est qualitative. Je ne sais pas si tu as vu les Eric Fast Sport Games. Les compétitions étaient d'un très bon niveau, les athlètes étaient très bien traités. Je n'ai jamais fait de compétition de bodybuilding, j'ai fait que du men physique et bikini, parce que je trouve que c'est une belle discipline, que c'est beaucoup plus naturel, que c'est plus esthétique, et que c'est beaucoup plus intéressant pour le grand public qui ne connaît pas le bodybuilding. Mais quand tu faisais justement ces compétitions, est-ce que c'était un peu confidentiel, tu n'étais pas forcément pris au sérieux par l'IFBB, la Fédération française de culturisme, le top de Colmar, du moins toutes ces institutions du culturisme, tu n'étais pas pris au sérieux? Non, tu sais, tu n'es jamais pris au sérieux quand tu arrives, que tu es nouveau, que tu t'affilies pas à leurs conditions. Oui, parce que toi, tu avais créé en fait ta Privé. ta truc privé en fait, Privé, ouais. Comme, privé. comme ta petite fédé, Voilà. quoi. Ouais. Donc non seulement l'IFBB était contre moi, Ouais. était contre, a tout fait pour, en tous les cas, l'IFBB France et Europe a tout fait pour me casser, me détruire, a fait du chantage, etc. Après, quand tu parles du Top Colmar, moi je m'entends super bien avec André, c'est un mec qui est là depuis longtemps, il n'a rien à prouver, il fait du super boulot. Voilà. Après, j'ai eu d'autres organisateurs. Quand j'étais leur sponsor, je les ai aidés, etc. Dans leur propre organisation, tout se passait bien. Et puis à un moment donné, tu sais, quand tu te fragilises ou qu'un truc, ils sont plus là, quoi, comme beaucoup. Mais j'ai fait mon truc comme je devais, sans rien demander à personne. Ma seule chose qui m'importait, c'est de véhiculer une belle image de cette discipline, de respecter les athlètes et me dire au moins une fois dans leur vie, dans l'année, quand ils vont faire une compète en France, ils ne seront pas couchés par terre comme des sacs. Dans un gymnase, oui. Dans un gymnase, ils auront de l'eau, ils auront à manger, ils auront un retour de la scène dans leur salle, ils seront bien traités, etc. Pour que ce soit beau, et puis surtout qu'à l'extérieur, les gens, le public, puisque là les gens étaient, pour la plupart, il y avait des tables, c'était un show, un vrai show, et une image de cette discipline à travers bikini et men physique qui soit une belle image. Pas un truc de ghetto, quoi. Voilà. C'est ce que fait l'organisateur à Alicante, c'est un peu comme ça, j'ai l'impression. Oui, Ouais, c'est un peu probablement. comme ça, ouais. J'en ai pas l'exclusivité, je suis pas le meilleur, pas le plus fort. J'ai simplement fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'y ai mis à un moment donné pour faire quelque chose de bien. Et donc, c'est important, parce que quand tu as voulu organiser cette compétition, donc tu as dû passer par l'IFBB France, j'imagine, pour... toi, tu es passé direct par... Président monde. Et donc, ils l'ont su, les Français, j'imagine. Oui, mais tu sais, après, le problème, à cette époque, il y avait la scission entre élite et pro, et IFBB. Donc moi, à un moment donné, je connais bien Raphaël Santora, je l'ai vu plein de fois, voilà, on a échangé plein de fois, et je connais bien Jim Magnon. Jim m'a invité pour son anniversaire, on avait une intimité, je connais sa famille et tout. Et humainement, et dans mon truc, j'ai eu une préférence pour Jim Magnon. Okay. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais sa personnalité, son expérience, ce qu'il a vécu à un moment donné, et puis le marché américain,
me correspondait plus. Et donc, c'est avec Jim Manion que je traitais. Parce que l'autre, c'était quoi? C'est le marché européen? Oui, c'est Elite. Elite Pro s'est lancé avec Santora. Ils m'ont trahi plein de fois. Tu sais, les Américains, ils sont... Voilà, tu vas leur apporter quelque chose, tu vas leur servir à quelque chose. Ils ne se posent pas de questions. En Europe, et le côté Santora, c'est beaucoup plus politique. C'est business, mais déguisé et caché. Au moins aux US, c'est business. Est-ce que quand tu arrives, Jim Manion, il te voit comme un mécène qui peut lui permettre d'avoir une meilleure visibilité en France et surtout d'être un concurrent pour Elite? Oui, et puis il y a beaucoup de choses que le grand public ne connaît pas en coulisses. Ouais. Les Arnold Classics, c'est Arnold, c'était avec Santora en Espagne. Donc il y a des contrats, c'est compliqué, même pour Arnold c'était compliqué. Il y a des mecs qui étaient ensemble, qui se séparent, c'est comme un couple, tu as des amis qui vont d'un côté, les autres de l'autre. Donc moi, quand je suis arrivé pour Jim, j'étais finalement une opportunité fabuleuse de remettre les pieds, puisque je devais m'occuper de la NPC France. J'ai signé un contrat avec eux, NPC, j'avais toute la marque textile et tout dispo. J'avais mis en place cette organisation donc à Nice. Pour lui, la French Riviera, c'était magnifique. Et ça faisait 25 ans qu'il n'était pas venu en France. Donc pour eux, j'étais l'équivalent du Arnold classique en Eric Favre Sport Game. Et comme j'étais un acteur quand même, je suis un acteur encore aujourd'hui avec ma marque, pas qu'en France, c'est vraiment l'international. Moi j'ai misé toujours, les Français ils voient la marque en France, mais ce que je te disais tout à l'heure, on est en Chine, on est en Arabie Saoudite, on est au Moyen-Orient, on est la marque de nutrition sportive quand même la plus exportée au monde. Sauf que cette affaire, au lieu de développer mon export de manière exponentielle, ça m'a bloqué. Donc, et tout est tombé à cause de ça. Donc ça a été vraiment... un coût énorme. Il y a, au-delà des 700 000 euros de pertes, tu prends 700 000 euros, tu mets à la poubelle, mais il y a toutes les incidences qu'il y a eu derrière qui ont été énormes. Donc, on va parler de cette descente aux enfers. On peut dire que c'est une descente aux enfers. Donc, 72 heures avant l'événement, qu'est-ce qui se passe? Je rentre de Dubaï. Je suis au Negresco, parce que je devais recevoir donc Jim Manion au Negresco. Il kiffait le Negresco, il y avait été il y a 25 ans. Donc je me suis dit, ok, on va le mettre bien. Il faut le mettre bien, ce qui est normal. Oui, il faut envoyer. Jim Manion, et Joe Vedder, Ben Vedder, tout ça, c'est tous des gens que je connaissais. J'ai d'ailleurs les livres de Joe et Ben signés par Joe. Et je me dis, on va les mettre bien. Et à 6h30 du matin, je me retrouve avec 6 flics dans ma chambre, en me disant que j'étais en état d'arrestation, en garde à vue, etc., etc. Au début, je croyais que c'était une blague. Je me suis dit, c'est des potes qui me font une connerie pour me faire chier, etc. Et puis effectivement, ça a été là la descente en enfer, où tu comprends rien, tu prends un coup de massue. Moi, dans ma tête, je pensais qu'à une chose, c'est au show, parce qu'on avait fait un truc énorme. Mes équipes ont bossé comme des chiens, ils ont fait un boulot fabuleux. Et la seule chose que je pensais, tu vois, j'étais même pas dedans, j'étais que dans l'organisation, les gens qui arrivaient de tous les côtés, ça commençait à arriver de tous les côtés. Et puis j'étais là-dedans, et là, descente en fer, on ferme le rideau, salut, et tu te retrouves d'entrepreneur à un voyou potentiel en garde à vue. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es en garde à vue. Mais à ce moment-là, est-ce que tu imagines ce qui va se passer, que tout va être annulé, que tu es parti pour un peu moins d'1 an de prison? Pas du tout. Ah non, pour moi, tu sais, j'imagine que j'ai calculé la garde à vue, on m'a dit 48 heures, etc. Je me dis, 48 heures, je pourrais sortir, je prends ma bagnole, je tire à Nice, et puis on va organiser. Mais quand je suis arrivé à Lyon, j'ai vu qu'il y avait 32 personnes en perquisition. Mes fils, Nathalie, mon PDG, c'était un truc de ouf. Je ne sais plus, 23 personnes, je ne sais plus combien exactement, que le commissaire, les deux, mon assistante et mon partenaire étaient tous en garde à vue. Donc je me dis, toute l'organisation du salon, on est tous en garde à vue. D'accord. Donc moi, à un moment donné, je dis, si les gars sortent avant moi, ils y vont, ils organisent. Mais c'était tellement lourd que moi, j'y suis resté. Mon fils aîné est resté en prison avec moi. Donc ça a été... Et je pense que le préfet, à un moment donné, des Alpes-Maritimes, quand il a vu qu'il n'y avait plus de commissaire, etc., nous a demandé... Même moi, j'étais en garde à vue, quoi. Garde à vue, t'as plus de téléphone, t'as plus de contact avec personne, voilà. Donc le truc a été annulé, le groupe, ça a été le coup de massue, quoi. Ils sont panique à bord, quoi, tu vois, avec les flics qui étaient partout, dans les usines, dans les labos, dans le coffre à jouets de mes petits-enfants, partout. Mais alors, qu'est-ce qui te reprochait? On m'a reproché, on me soupçonne d'un trafic international d'anabolisants, c'est ce qui a fait les titres des journaux tout de suite. Voilà, c'était énorme.
Et après, problème. J'ai 10 chefs d'inculpation, en fait. Et voilà, donc on m'a reproché du fiscal. Voilà, si tu veux, je suis du jour au lendemain, je suis passé d'un entrepreneur à un voyou, à un criminel. D'ailleurs, j'ai à un moment donné vu un criminel stupéfiant, un truc de malade mental, quoi. Voilà, maintenant, l'enquête est toujours en cours, je suis toujours en contrôle judiciaire, la justice va faire son boulot et j'espère qu'elle le fera correctement. J'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai confiance en moi, j'ai confiance dans la justice, mais je suis face à un truc qui est une bombe atomique, quoi. La personne dont on parle, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un, d'un roman, quoi, d'une science-fiction, c'est pas moi. Et finalement, tu te rends compte que tout est 100% à charge et que tout ce que tu as fait, eh ben, c'est des délits. Et tu te retrouves dans cette situation, 48 heures, et le pire de ma vie, de toute ma vie, quoi, c'est à 1h du matin, quand je me retrouve dans le panier à salade, dans mon petit truc, avec les monotes comme ça, avec mon fils qui est à côté, et qu'on part en prison, on dépose mon propre fils, qui mais a des années-lumière dans tous ces trucs, tu le laisses en prison, tu sais pas où il va aller, il est en prison, quoi, pas dans la même que toi. Et toi, tu te retrouves en prison, au quartier des Arrivants, à 55 ans. Tu te demandes ce qui t'arrive, quoi. C'est un coup de massue. Au vu de la couverture médiatique qu'a eu ton affaire à l'époque quand tu es tombé en prison, au vu de ton physique, on peut dire que tu ressembles à un personnage de Son of Anarchy. Quand tu arrives en prison, t'es taulier, quoi. Personne te casse les couilles, quoi. Non, quand je suis arrivé le premier soir, à 1h30, 2h du matin, les gars, tu sais, la prison, ça vit la nuit, ça gueule, ça hurle, voilà. Et j'arrive là-bas, je suis complètement défoncé, et j'entends les mecs qui parlent entre eux entre les fenêtres, et qui disent « T'as vu le Bourge, là, un entrepreneur, bodybuilder, il est là, demain matin, on va le défoncer. Eux aussi, encore des gens qui t'aiment. » Et le lendemain matin, donc je me lève, je vais voir le chef, tu sais, t'es paumé, tu sais même pas comment ça marche. Moi, je connais même pas ce milieu, ni de près, ni de loin. Donc tu arrives là-bas, je vais voir le gars, je dis voilà, j'ai entendu ça, maintenant je vous le dis, je sors, mais si vous entendez du bruit, essayez d'arriver rapidement, parce que je suis tout seul contre tous, quoi. Et puis je suis rentré, j'ai été moi, tu vois, je suis allé voir les gens, j'aurais serré la main, machin, je me suis mis dans un coin, j'ai commencé à faire des pompes, un training max 7, etc. Les gens me regardaient d'un œil, machin, après il y en a un qui arrive, on discute, on échange. Et puis petit à petit, j'ai fait ce qui a fait de moi un entrepreneur, a fait de moi un prisonnier modèle. Et j'ai véhiculé cette image de sport. Je leur ai appris au bout de 2-3 mois, les mecs, ils avaient tous des serviettes Eric Favre, des t-shirts Eric Favre. Il a fait de la promo. Voilà. Il a fait de la promo en prison. On faisait des séries Max 7, j'ai entraîné des boxeurs, des machins. Et comme j'ai aidé beaucoup de gens dans la boxe et autres, de l'extérieur, j'avais beaucoup de soutien. Les gars leur disaient, tiens, l'ancien, occupe-toi, il a été cool, machin, etc. Donc tout s'est bien passé. Et on a fait du sport, on a fait le truc. Moi, à un moment donné, je donne cette anecdote souvent pour te montrer. Je sortais 2 heures, je marchais 2 heures. Je m'entraînais, je marchais. Jamais je suis resté assis à discuter. Et les mecs, ils marchaient tous dans un sens, parce que c'est le sens où la porte s'ouvre, et ils marchaient tous là. Et moi, je marchais dans l'autre sens. D'accord. Donc au début, les mecs, ils me regardaient d'un œil, ils me disaient, l'ancien, tu nous provoques, pourquoi tu marches pas avec nous, machin, etc. Je dis, non, les gars, je marche simplement dans l'aiguille d'une montre. Je marche dans le sens où la Terre tourne. Je lui dis voilà, c'est mon truc. Il me dit mais comment tu sais comment elle tourne la Terre? Je dis bah voilà, je lui ai expliqué, etc. Il me dit ah bon, ok. Et au bout d'une semaine, on était 10-15 à tourner dans un sens, les autres. C'est pour te dire, j'ai beaucoup appris, c'est une très belle expérience franchement, humaine. J'ai pas regardé le côté négatif, j'ai regardé ce côté positif. Et j'ai eu la chance d'avoir un co-détenu qui était un bon vivant, un petit jeune de 26 ans, Younes, où j'ai eu, voilà, je me suis rendu compte que j'étais moi, peu importe où je sois, je m'en fous, je peux être dans un palace, je peux être en prison. Ce qui est important, c'est que je sois en harmonie avec moi-même et que je sois baigné d'amour, de bienveillance et de ne pas rentrer dans la haine et les trucs comme ça. Et puis tu sais, quand tu es là-dedans, quelque part, j'avais plus de problèmes, plus de soucis. Ce qui se passait dehors, de toute façon, j'avais rien, je pouvais rien y faire, on m'avait tout pris. Donc je me suis dit, bon, finalement, tu prends du recul et puis tu essaies de t'adapter au milieu où tu es à ce moment-là. Et donc tu fais 7 mois de prison. 6 mois et demi, ouais. Et donc, au bout de 6 mois et demi, quand tu sors, tu reprends ta Ferrari, tu remets tes Santiago, tu remets ta veste en cuir, tu vas dans ta grande baraque, tu retrouves ta petite femme et c'est bon, la vie reprend son cours? Quand tu apprends que tu vas sortir, déjà, tu pleures. Parce que c'est violent dans le bon sens. Parce que comme moi, tu sais, quand tu es en prévention, tu ne sais pas combien de temps tu vas y être. On a fait des appels, à chaque fois, ils ne voulaient pas que je sorte, etc. C'était très violent. Donc la première chose, tu pleures. Parce que tu sais que tu vas sortir, tu n'y crois pas, quoi, en fait. Et quand je sors, il me reste 200 € sur mon compte. Ils m'ont tout saisi, tout pris, toute ma vie, quoi, en fait, tu vois.
J'ai pas le droit de rentrer chez moi, j'ai pas le droit de voir Nathalie, j'ai pas le droit de voir mes fils, j'ai pas le droit de rien. Donc je me retrouve hébergé chez ma tante de 75 ans. Et pendant un laps de temps, je vois mes petits-enfants, je suis heureux, c'est ta famille en priorité. Et puis tu prends un petit peu de recul par rapport à ça. Tu te demandes comment tu vas vivre demain, puisque tout est saisi, mon groupe est dans le rouge, etc. Donc je m'organise avant tout pour sauver mon groupe, pour sauver mes équipes, qui sont quelque part victimes de tout ça. Donc je cède la majorité de mon groupe pour qu'ils puissent retrouver un petit peu de liberté d'indépendance. Et puis après, je commence à réfléchir et à réinventer comment je vais réorganiser ma vie en repartant à zéro, quoi, en fait, quelque part. Tu repars à zéro parce que tout le monde s'est barré, il reste plus grand monde. Ceux qui sont restés un petit peu attendent de voir un petit peu comment je vais voir. Comme il n'y a plus rien à prendre, eux partent aussi. Et à la fin, il reste les vrais et puis des nouveaux qui viennent vers toi pour ce que tu es aujourd'hui. Et puis la vie continue. Bon, Eric, on va pas se mentir, mettons les pieds dans le plat, quand on est sur ma chaîne, on parle vrai. Quand on sponsorise des athlètes en bodybuilding, on sait très bien que ce qui coûte de l'argent, c'est bien évidemment les produits. Donc, on peut penser que c'est toi qui payes la consommation de stéroïdes de tes athlètes. Vu que tu as un laboratoire qui fait des compléments alimentaires que tu vas en pharmacie, tu as accès à des produits de qualité vu que tu bosses avec des laboratoires dans les endroits, dans les pays fabricants de médicaments X ou Y. Donc en fait, qu'on vienne te péter ou qu'on pense ce genre de choses, c'est une évidence. Et il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y avait certainement matière à ce qu'on t'arrête pour ce genre de fait. Il y a eu une enquête pendant 16 mois et à travers cette enquête, de toute façon, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas tout ce que tu es en train de me dire. Moi, mon boulot, c'est de fabriquer des produits naturels, des compléments alimentaires, etc. J'ai jamais acheté une matière chimique, un produit, machin, et c'est pas mon intérêt. Il faudrait être complètement débile mental à un moment donné pour rentrer dans ce créneau-là, qui est dangereux, qui rapporte pas autant de pognon que ça, et qui te demande d'organiser un réseau mafieux pour pouvoir redistribuer tes produits derrière, parce que tu peux pas le faire. Il n'y a rien de tout ça, rien. Je peux comprendre qu'un mec comme moi, qui est atypique et autre, qui réussit dans faisant son boulot pro, correct, etc., quelqu'un qui n'est pas là-dedans, puisse imaginer ce que tu viens de dire. Mais ce n'est pas le cas. Deuxièmement, quand on me voit, regarde une photo que j'ai postée il n'y a pas longtemps, j'ai 19 ans, je suis un petit-fils de paysan, je suis robuste comme mon grand-père, mes grands-parents, etc. Oui, c'est ce que j'ai reconnu. À partir de l'âge de 40 ans, j'utilise de la testo, j'en utilise toujours, de la testostérone en gel. J'ai pris un petit peu d'hormones de croissance pendant la période où je m'entraînais, etc. parce que j'ai des convictions au niveau de tout ce qui est hormonal pour la santé, pour le anti-aging, comme beaucoup d'acteurs, comme beaucoup de gens dans le milieu, etc. Je suis suivi médicalement, j'ai des analyses de sang, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis convaincu de l'intérêt de ça, ça n'engage que moi, je n'en ai jamais fait la promotion. Mes athlètes, je sais très bien, tu sais, on n'est pas con. Un bodybuilder qui fait bodybuilding pro, je sais qu'ils utilisent des produits, mais c'est pas mon problème et ça m'a jamais intéressé. Moi, mon problème, c'était bien sûr qu'ils utilisent mes produits, qu'ils en fassent la promotion et surtout qu'ils soient pro, quand ils vont dans des compétitions, c'était de leur payer leur billet d'avion, leur voyage, leur déplacement, leur permettre de pouvoir exprimer leurs performances qu'ils ont acquis à travers des compétitions et moi faire mon boulot derrière. Mais toute cette partie obscure, je sais qu'elle existe, je la connais, pas dans les détails, mais je sais comment ça fonctionne, mais ça ne me regarde pas, c'était pas mon problème. Et dans les contrats de mes athlètes, d'ailleurs, c'était bien marqué que dès qu'il y aurait un truc sur les anabolisants, stéroïdes et autres, ils seraient virés. Sauf que là, avec ce qui est arrivé, on a tous été virés en même temps et c'est moi qui paye tout. Est-ce qu'ils ont trouvé des stéroïdes chez toi ? Chez moi, ils ont trouvé 2 stylos de hormones de croissance, 2 dans le frigo, la consommation personnelle, et les gels de testostérone, etc. Et tu avais des ordonnances tu avais une prescription médicale pour ces 10 produits ? J'avais pas, parce que c'était des trucs que j'avais à Dubaï, je n'avais pas amené mes trucs, mais j'avais. Mais c'est clair qu'à un moment donné, tu sais, quand tu es dans ce milieu, quand tu téléphones, que tu sais pas que tu es sur écoute, tu dis, bah tiens, est-ce que tu peux me passer une testo, un machin, etc. On est entre potes. Voilà, il y a eu ce genre de truc, c'est une évidence, quoi. Je veux dire, mais ça n'a un trafic international. Je n'ai jamais acheté, vendu un produit à qui que ce soit. Je n'ai jamais conseillé. J'ai passé ma vie
à dire à des jeunes, à des gens, je vais dire putain les gars arrêtez, moi j'ai 50 ans, je suis dans une démarche complètement, mais allez pas vous bousiller la santé avec ça. Aujourd'hui les protéines, je t'en ai parlé à midi, toute ma vie j'ai dû consommer 10 kilos de protéines. Moi je suis sur les acides aminés, j'ai la chance d'avoir les moyens de me prendre plus d'acides aminés de qualité, des antioxydants, voilà, je suis plus sophistiqué dans ma préparation parce que j'ai les moyens pour ça, dans les préparations naturelles. Et après, bon, effectivement, sur mon anti-aging, je suis pour la testo, pour l'hormone de croissance. Et quand tu pouvais avoir des entraînements extrêmement importants où tu avais un peu plus de douleur, j'ai utilisé aussi un peu du DK et des choses comme ça. Mais en dehors de ça, rien. Il n'y a rien d'autre. Donc, est-ce que c'est le fait d'être dans ce milieu qui t'a donné envie de faire de l'anti-aging, de prendre des produits, le fait de côtoyer des athlètes, tu te dis, bon, eux, ils prennent tant de produits, mais on finit par s'intéresser aux produits en se disant que ce qu'eux, ils prennent, il y a quand même une manière de prendre un peu moins pour préserver sa santé. Est-ce qu'avant d'être activiste et d'être un acteur de ce sport et de ce milieu, est-ce que tu t'intéressais au dopage? Non, je ne me suis jamais intéressé au dopage. Moi, je m'intéresse... À l'anti-aging, en tout cas. Voilà, je suis dans l'hygiénisme. J'ai une formation de naturo, j'ai une formation en iridologie, j'ai fait la nutrition orthomoléculaire, j'ai été avec les cours de Thierry Herzog, de plein de gens qui sont dans ce domaine-là, des médecins qui sont dans l'hormonothérapie anti-aging. Je suis intéressé, passionné par le corps humain, comment on peut optimiser notre vieillissement, comment on peut rester en bonne santé en gardant une homéostasie qui soit parfaite, le plus parfaite possible. Je suis mon propre thérapeute et j'inculque souvent aux gens de comprendre comment leur corps fonctionne, de comment le rééquilibrer, comment bien se nourrir, mais que ce soit adapté à eux. Je suis pour leur dire de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Et pour ça, il faut acquérir une certaine connaissance. Avant d'acquérir la connaissance extérieure, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi. Et de ne surtout pas écouter tous les trucs qu'on entend dans les salles de fitness avec les coachs de pacotille, etc., qui n'ont qu'un truc, c'est de prescrire des produits parce que c'est tous des dealers, quoi. Je veux dire, et j'ai combattu ça toute ma vie. Et à quel âge, toi, t'as touché ton premier produit? Moi, j'ai commencé, pour être franchement honnête et aller au bout des choses, à 25-26 ans, quand j'avais commencé à faire un peu de body et tout. J'ai commencé à faire un peu de dinabolon, des choses comme ça. Je ne fais même pas de testostérone, des trucs comme ça. Puis après, je me suis lancé dans le business, j'ai tout arrêté pendant des années. Et j'ai repris après, autour des 45 ans à peu près, parce que j'arrivais à l'âge où mon système hormonal était en train de s'écrouler, que j'avais une vie intense, mais intense. 17 heures par jour, je bossais, j'étais dans les avions et autres. Et donc, effectivement, j'ai commencé à réfléchir, en plus de ma partie nutrition, comment je pouvais rééquilibrer mon système hormonal pour pas qu'il y ait une chute, un crash hormonal, tout simplement. En fait, ça veut dire qu'en gros, c'est quand tu as lancé ta marque de compléments que par la même occasion... Un petit peu avant. Tu as pris conscience que ton physique tu devais le changer, ou en tout cas lui permettre de durer le plus longtemps possible et s'améliorer. Donc, ce qui veut dire que ça a fait deux paires, en fait, pour toi. Non, là, je ne te parle pas du physique. Je te parle de ma santé et mon bien-être. Mon physique, tu peux revenir 20 ans en arrière. Mon physique, je ne faisais pas 97 ou 100 kilos, je faisais peut-être 92, 93. Mais j'ai toujours, je te dis encore, regarde une photo que j'ai postée il y a 19 ans, les gens étaient surpris. Je n'avais pas fait un truc de musculation, j'étais déjà comme je suis pratiquement aujourd'hui. C'est ta morphologie. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 58 ans. Ouais. J'ai plus 19 ans et que j'ai eu une vie, voilà. Donc à un moment donné, j'ai simplement rééquilibré par rapport à ça. Est-ce qu'on dit souvent, c'est quand on est face à des épreuves qu'on voit qui sont les personnes sur qui on peut compter et qui sont nos vrais amis. Quel a été le constat par rapport à ce que tu as vécu? Le constat, c'est que des vrais amis, il y en a très peu. Il y en a très 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 peu. Par contre, de l'amour, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup. J'en ai eu beaucoup de la communauté fitness, de la communauté body. Alors bien sûr, tu as toujours des détracteurs pour les raisons que je comprends, tu vois, j'arrive à comprendre, qui vont dire il a bien mérité, le mec il a trafiqué, il a fait ça, parce que tu sais, on est en France et les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils reprochent en fait au système de ne pas les aider à réussir, mais quand tu as des petits mecs comme moi qui ont réussi avec mes valeurs que j'ai appris à la ferme, de la loyauté, l'honneur, le courage, le travail, le partage, d'être soi, d'être naturel, d'être bienveillant, les gens, ça leur paraît suspect et ils sont persuadés que derrière, pour pouvoir réussir, un mec comme toi, qui n'a pas le costume cravate, qui aime Johnny, les bécanes, une vie, voilà, ma vie,
La vie, quoi. Ce qui doit être belle, c'est pas simplement les plans financiers, la rentabilité, le machin. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, je suis un entrepreneur. Je crée, je développe des emplois, je développe des richesses humaines et matérielles. Je suis pas en train de regarder mon EBITDA toutes les 5 minutes pour savoir si mon EBITDA. Je crée des parts de marché. J'achète pas des concurrents. Mais ce qui t'a, comme tu me l'as dit tout à l'heure, la juge, du moins tous les gens qui ont enquêté sur cette affaire, n'ont eu de cesse de te dire que tu parais en fait trop hors norme pour être honnête. C'est ça. C'est-à-dire que pour eux, de ce que j'en perçois aujourd'hui, les mecs, ils se disent un gars qui est comme il se conduit. Moi, je suis un gamin en fait, ouais, Rob. Je m'amuse. Je kiffe la vie. J'aime la vie. J'ai pas envie de devenir un adulte figé, déprimé. Tu vois, ce qui revient, je suis quelqu'un de positif. J'aime la vie, j'aime rigoler, j'aime les potes, j'aime bien manger, j'aime bien boire. J'adore aller m'entraîner à la salle de gym. Je kiffe la salle de gym, plus que les compétitions et tout. Je m'en fous des compètes. Moi, ce que je kiffe, c'est ce côté fraternel où on fait de l'effort. Ça, et donc les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Et puis là, il a fait des trucs, il a pas gagné d'argent. Là, il a aidé les Indiens d'Amazonie, là, il a aidé la Bolivie, là, il a aidé les myopathes, là, il a aidé les enfants, machin. Et il a donné de l'argent là-dedans, et c'est suspect, là, et je pense qu'il a fraudé, et que derrière, il a récupéré, parce que le système, il est pourri. Donc on est dans un truc où souvent, c'est mal compris, parce que les gens n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Et moi, souvent, on m'a demandé comment t'as fait, mais j'en sais rien, je l'ai fait. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je l'ai fait avec mes couilles, avec mon cœur, avec bienveillance, en aidant les autres, et les autres, à un moment donné, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plein de gens qui viennent vers moi, parce que j'ai passé toutes ces épreuves, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de force, beaucoup de détermination. Je n'ai en aucun cas l'envie et le besoin de changer. Je veux rester ce que je suis. Je veux défendre mes passions, je veux défendre ce que j'aime, je veux défendre cette communauté, et j'arrêterai pas. Moi, maintenant, je vais me battre pour mon honneur, avant tout, et celui de ma famille, et celui de mes équipes, pour que la vérité éclate. Et les erreurs que j'ai pu commettre sur peut-être des parties peut-être fiscales, etc., peut-être, probablement, je suis responsable, je paierai les erreurs que j'ai à faire à la société et puis je passerai à autre chose. Donc on peut dire que tu as un parcours de vie qui est extraordinaire, et quand on écoute ton message, c'est que le seul endroit où tu as vraiment été accepté sans qu'on te juge, c'est la prison en fait. Tu sais quoi? Oui. C'est presque ça. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, j'ai rencontré des petits gars qui sont là, mais qui ont une énergie, qui ont une intelligence, mais qui malheureusement, comme il n'y a pas de structure, il n'y a rien pour les aider, il n'y a rien pour leur donner une motivation, pour leur donner un rêve, ils sombrent dans le côté sombre. Quand j'étais là-bas, j'étais plein d'espoir, parce que je me suis rendu compte que quand tu les écoutes, que tu partages avec eux, que tu leur donnes des valeurs et autres, ils te suivent, mais dans des choses intéressantes. Donc je me suis dit, putain, mais il y a encore de l'espoir, quoi, parce que en fait, c'est le système qui est pourri. C'est le système qui est pourri, c'est pas eux qui sont pourris, pas tous, quoi, en fait. Il y en a, bien sûr, tout. Mais donc là, finalement, je suis ressorti, et puis j'étais heureux, parce que je me dis, voilà, je suis un mec du peuple, j'ai toujours je sais pas parce que je vais dans des palaces, que j'ai roulé en Lamborghini et machin, que je suis pas un mec du peuple, je suis un mec du peuple. Je suis pas dans l'élite. Si j'étais dans l'élite, je serais pas allé en prison. Ouais. Si j'étais dans les réseaux, si j'étais franc-maçon, si j'étais au MEDEF, dans des trucs, mais je suis un sauvage. Je suis un petit-fils paysan, né paysan, sauvage et entrepreneur. Point. Je sais rien faire d'autre et j'ai pas envie de changer. Je préfère mourir, franchement. Tu sais, Eric, on a souvent tendance à employer des mots, des phrases, et à force de les répéter, on oublie le sens des mots qu'on emploie. Les amis, n'oubliez pas, le sens des mots qu'on emploie ont une importance et ont un impact sur les personnes qui les écoutent, et parfois même pour les personnes qui disent ces mots. Et cette phrase, elle est, plus je t'écoute, plus vous écoutez Eric, plus je me rends compte que cette phrase, elle est faite pour toi. Bon, c'était une phrase de Kurt Cobain, ça l'a pas forcément aidé. Laquelle ? J'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Toi, tu as payé le prix de cette phrase, et la jalousie, ça se méritera toujours. Bon, moi, j'ai rajouté Poutot, parce que, voilà, à un moment, on n'envie pas les clochards dans la rue, et quand on parle de toi, en bien ou en mal, on parle de toi, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important. Et quand l'État veut te détruire et que tu arrives à rester debout, on peut dire que tu as un crack, quoi. Donc, c'est un honneur pour moi de t'avoir rencontré. Et ce qui est extraordinaire dans notre milieu, et grâce aux vidéos que je fais, je rencontre des gens qui m'ont fait rêver, parce que je vais pas te mentir, quand j'ai vu ton parcours dans l'émission de Myriaille Dumas, il y a plus de 10 ans, je me suis dit « Damn, bro !» Donc, c'est quand même extraordinaire. Et que je sois avec toi aujourd'hui pour parler, ça veut dire que déjà,
t'as l'ouverture d'esprit et c'est pas avec Pinot que je ferai une vidéo comme ça, c'est pas avec un grand patron qui est leader dans plusieurs secteurs d'activité avec qui je pourrais faire une vidéo comme ça. Donc moi je dirais que ta seule erreur, c'est d'avoir voulu donner autant, t'aurais dû être égoïste comme ils le sont tous, mais c'est une qualité. On ne se refait pas, on peut pas ça. Merci beaucoup mon Eric. Salut moi. T'es un bon putain, merci à toi.